Bonjour Bernard Accoyer. Bonjour. Nous allons naturellement parler de ce bureau politique très attendu du Parti Les Républicains, mais d'abord Emmanuel Macron a tranché les baisses d'impôts, la taxe d'habitation, la réforme de l'ISF. Ce sera donc bien pour 2018. Vous devez être content, il tient ses promesses. J'observe surtout que le Premier ministre dit quelque chose et le lendemain, le Président de la République dit le contraire. Or, il y a quand même une réalité, c'est la réalité financière. Où seront les recettes pour financer les baisses d'impôts? En réalité, M. Macron continue la politique de M. Hollande. On va y venir sur les recettes parce qu'il y a quelques précisions, notamment de Gérald Darmanin dans Le Parisien ce matin. Vous êtes assez sévère à l'encontre du Premier ministre Édouard Philippe. Vous considérez que dans cette affaire, il a perdu son autorité ? Non, mais il y a deux lignes, on le voit bien. Et c'est d'ailleurs intéressant d'aller peut-être un petit peu plus loin dans ce qui s'est passé entre le Premier ministre et le Président de la République. C'est quand même étonnant que dans le discours de politique générale dont on nous avait dit qu'il était de la complémentarité parfaite du discours des présidents lors du congrès à Versailles, il y a des éléments très importants sur la politique fiscale et le lendemain, le président de la République lui-même dément catégoriquement ce qu'a dit le Premier ministre. Qu'est-ce que cela raconte? Vous en faites le constat qu'ont fait aussi les Français, mais qu'est-ce que cela raconte sur l'autorité d'Édouard Philippe, sur sa capacité à incarner une ligne politique? Édouard Philippe a été un instrument au moment des élections législatives. Il a été placé à la tête du gouvernement pour créer les conditions d'une majorité pour Emmanuel Macron. Bon, maintenant, la majorité est acquise. Édouard Philippe n'est pas un pion, si j'ose dire, essentiel pour le président de la République. Il le dément pratiquement le jour même où il s'est exprimé. Il fait de la figuration, Édouard Philippe? En tout cas, je constate ce qui s'est passé. Je n'ai pas encore tiré toutes les conclusions de cet événement, de cette séquence, de cette contradiction unique dans l'histoire de la Ve. Sur le fond, quand même, sur la baisse, la suppression même à terme de la taxe d'habitation, sur la réforme de l'ISF, ça, ce sont des mesures que vous défendez? Alors, ne mélangeons pas tout. La baisse de la fiscalité sur l'investissement, sur le patrimoine, c'est-à-dire la baisse et la suppression de l'ISF, oui, nous l'avons défendu. Par contre, la suppression de 80% des sujets assujettis à la taxe d'habitation ne sera pas remplacée. Les collectivités vont être dans une difficulté terrible. Il n'y aura plus de lien entre les citoyens et leurs communes. Donc ça, nous sommes contre. Gérald Darmanin, ministre des Comptes publics, dévoile ce matin dans le Parisien quelques pistes d'économie, de recettes. Il parle de 4,5 milliards d'économies sur les dépenses de l'État. Dépenses de fonctionnement uniquement dans les ministères, c'est-à-dire qu'il ne mettra pas à contribution notamment les collectivités locales. Sont concernés également les ministères de la Défense, on l'a vu dans le journal, ou le ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous regrettez que certains ministères ne soient pas sanctuarisés dans ces économies-là? Je ferai deux remarques. D'abord, on avait entendu que la défense, l'intérieur seraient protégés parce qu'il y a une priorité à ce que la défense nationale, nos soldats qui sont confrontés à de très nombreuses opérations aient les moyens d'agir. On sait que notre armée est en train de s'épuiser en remplissant remarquablement ses missions. Même chose pour la sécurité, le ministère de l'Intérieur. Quand on voit les véhicules de la police nationale, quand on voit les moyens qui lui sont attribués, on est choqué. Il faut bien faire des économies quelque part. Il y a là une sorte de politique de gribouille où le Premier ministre prend la mesure de la situation, le lendemain le Président dit le contraire et le ministre des Comptes publics est obligé quant à lui d'essayer de trouver des économies qui vont être extrêmement douloureuses pour les fonctionnaires de police et pour les soldats et pour nos armées. Alors est-ce que ce sera plus limpide au bureau politique des Républicains ce soir? On le verra. On rappelle que donc votre bureau politique doit statuer sur le cas des constructifs et des ministres issus de votre famille politique qui ont rejoint Emmanuel Macron. Avec cette question, les exclure ou pas. Pour commencer, est-ce que vous souhaitez qu'ils soient présents ce soir, les ministres, les députés constructifs? On a dit qu'ils étaient déjà exclus. C'est faux. Nous avons ouvert une procédure qui est une procédure de sanction parce que, comme le prévoient nos statuts, quand on agit à l'encontre de nos candidats, à l'encontre de notre projet, quand on défend les uns et puis après on change complètement de camp, et il y a naturellement une procédure disciplinaire qui s'ouvre. C'est là où nous en sommes. Après, nous allons débattre ce soir des décisions qui seront à prendre. Nous n'allons pas tomber dans le double piège. Le double piège qui serait celui
de tomber dans l'image, de se donner l'image de coupeur de texte sans réfléchir. Donc vous excluez l'exclusion, permettez-moi de vous le dire comme ça. Je vais y venir. Ou bien dans celui qui est tendu par Emmanuel Macron depuis le début, qui, après avoir fait exploser la gauche, et là il a réussi, voudrait faire exploser complètement la droite. Non, nous ne tomberons pas dans ce piège, nous en débattrons. Je n'exclus pas l'exclusion, ce n'est pas moi qui décide, c'est le bureau politique. Mais en tout cas, nous le ferons, et je m'efforcerai d'atteindre ce but, nous le ferons dans une sérénité, en évitant les débats passionnels et le raisonnement à courte vue. Vous regrettez qu'il ne soit pas présent ce soir? C'était la première question. Je souhaiterais qu'il puisse s'expliquer, nous expliquer, et nous aussi leur dire ce que l'on a à leur dire. Et s'ils ne sont pas présents ce soir, je voudrais que d'une façon ou d'une autre, nous puissions avoir cet échange. Bon, en gros, vous défendez l'idée d'une sanction, d'un avertissement. On va leur taper sur les doigts. Mais vous n'irez pas au-delà. Je n'anticipe pas ce qui sera décidé. À titre personnel. À titre personnel, je ne veux pas qu'on tombe dans le double piège que je viens de vous décrire. Celui de M. Macron qui veut détruire la droite et celui qui consisterait à nous caricaturer comme un vieux parti, une vieille formation qui n'aurait plus sa légitimité. La démocratie a besoin de partis politiques. La vie démocratique française a besoin d'une opposition républicaine. On ne va pas laisser le dessein de M. Macron qui voudrait qu'il n'y ait rien entre lui et l'extrême droite et l'extrême gauche. Notre devoir est d'exister politiquement. C'est aussi la mission que nous nous sommes assignés. On parlait de limpidité tout à l'heure à propos des comptes publics. Essayons de mettre de la limpidité dans la gestion des effectifs du parti Les Républicains. Vous dites pas d'exclusion, mais en même temps ne tombons pas dans le piège d'Emmanuel Macron. À quoi cela pourrait ressembler, Bernard Accoyer? À une sanction, à une mise en demeure? Quelle est la forme que cela peut prendre pour que les choses soient bien claires? Mais je ne peux pas vous dire encore avant que nous ayons fini d'en débattre, mais la démarche de sanction est ouverte. Donc il y aura, mais dans vos statuts, il y aura des décisions, il y aura des sanctions. Il y a certaines personnalités qui sont plus à la manœuvre que d'autres, en particulier à l'Assemblée nationale. Ceux qui ont décidé, je pense à M. Solaire, je pense à M. Riester, ceux qui ont décidé de créer un groupe autre que le groupe des Républicains, ceux qui ont joué à la fois sur le fait qu'ils se sont inscrits comme un groupe d'opposition et qui après appellent les voix de la majorité pour obtenir un poste de responsabilité à l'Assemblée, sont évidemment responsables de leurs actes. Donc ça veut dire qu'il pourrait y avoir des sanctions graduées, j'essaie de comprendre. Mais écoutez, tout le monde n'est pas dans la même situation. Nous ne sommes pas des brutes. Il y a à regarder l'attitude de chacun, le rôle de chacun, ce que l'intérêt général peut obtenir de chacun en continuant à discuter avec eux. Et pendant ce temps-là, est-ce que la droite réfléchit à ce qu'elle a à dire? Oui, contrairement à ce que j'entends, à ce que je lis, nous avons inauguré les ateliers de la refondation. C'est un débat de fond qui porte sur les idées, qui porte sur la ligne, qui porte sur la forme de l'action politique, et il est extrêmement riche et il va se déployer auprès de nos militants dans nos fédérations. Très vite, un dernier mot. Nicolas Sarkozy, cité dans le Figaro, dit ce matin, le meilleur moyen de sauver ce parti-là, c'est de rester unis. Vous pensez que vous allez y arriver? Bien sûr que l'unité est la condition de la survie. Merci beaucoup, Bernard Accoyer, c'est à vous, Laurent.